En 1988, à Sacramento, en Californie, un signalement est donné aux autorités suite à la disparition d'un sans-abri, Alvaro Montoya. La police découvre alors que le disparu logeait dans un foyer d'accueil, tenu par une adorable mamie, Dorothea Puente. L'enquête qui va suivre va lever le voile sur l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes des États-Unis, sous fond de falsification de chèques, de prestations sociales et de disparitions mystérieuses. Une chose est sûre, les apparences sont trompeuses. Et si la réponse se trouvait au fond du jardin de Madame Puente? Nous sommes le 11 novembre 1988. Il est 10h du matin quand le poste de police de Sacramento reçoit un coup de fil. Au téléphone, une bénévole du centre caritatif Saint-Paul Senior Center. « Voilà plusieurs jours que je suis sans nouvelles de l'un de nos anciens pensionnaires, Alvaro Montoya. Il souffre de schizophrénie et de perte de mémoire. Je l'ai conduit moi-même, il y a un mois, dans la pension gérée par Madame Dorothea Montalvo Puente, une sympathique sexagénaire qui travaille avec nous. » La bénévole ajoute un détail alarmant. Une assistante sociale, Judy Moe, l'avait pourtant prévenu que Madame Montalvo Puente était une femme assez bizarre, et qu'elle avait déjà fait de la prison, qu'elle traîne un passé judiciaire controversé derrière elle. Mais est-ce suffisant pour l'accuser de quelque chose ? « Je connais très bien Madame Puente, c'est une femme tellement dévouée et gentille. Elle s'occupe tellement bien de nos protégés. Elle leur concocte des petits plats, leur donne leur bain, etc. » Quand la police se rend à l'adresse indiquée, au 1426 F Street, elle trouve là l'archétype même de la mamie qui vous accueille avec son gâteau aux pommes et son café. Dorothea Puente a 60 ans. Elle est petite, mince, coiffée et habillée impeccablement. Elle a les cheveux gris permanentés, des petites lunettes de lecture et porte un tablier. Souriante, elle tend la main au policier. Elle explique qu'elle était en train de préparer le repas spécial régime sans sel pour le premier groupe de résidents. « Vous voulez un peu de café ?» « Non merci. Si vous le permettez, Madame Puente, j'ai quelques questions à vous poser. »« Mais bien sûr. » L'officier John Cabrera entre rapidement dans le vif du sujet et l'interroge sur la disparition d'Alvaro Montoya. Elle répond visiblement émue. « Son neveu est venu le chercher il y a 3 jours. Vous savez, je m'occupe d'eux avec tout mon amour, mais si la famille vient les réclamer, je ne peux pas m'y opposer. » John Cabrera s'étonne. « Mais... si j'ai bien compris, les formalités de départ se passent par le biais de Saint-Paul Senior Center. »« Pas du tout. J'ai l'autorisation de gérer moi-même toute la paperasse administrative. Saint-Paul Senior Center m'envoie les personnes qui requièrent des soins spéciaux. Là-bas, ils n'ont pas l'équipement adéquat. Combien de fois j'ai moi-même constaté le laisser-aller de cette structure? Ils mettent les seniors avec les drogués, les uns sur les autres, bien entendu. Il y a toujours des problèmes. Je leur allège considérablement la tâche. Mais je le fais par charité chrétienne, croyez-moi. » Elle marque une pause, croise le regard du policier. Puis, comme se rappelant un détail important, elle se donne une petite tape sur le front. « Ah, zut! Veuillez m'excuser, j'ai complètement oublié d'éteindre le four. Je suis à vous dans quelques minutes. Il y a des chaises, installez-vous en attendant. » À cet instant, la police est encore loin d'imaginer ce qui l'attend. L'histoire de cette femme qui ressemble à la mamie américaine typique a commencé il y a 85 ans, loin de Sacramento. Dorothea Helen Gray est née le 9 janvier 1929 à Redlands, à San Bernardino, en Californie. Son enfance est marquée par un environnement instable et précaire, où elle est mal aimée. Elle a 7 autres frères et sœurs. Le père, Jesse James Gray, alcoolique et atteint de tuberculose, meurt alors que Dorothea n'a que 8 ans. Sa mère, Trudy May Yates, est une femme instable, violente et négligente, qui sombre dans l'alcoolisme peu après le décès de son mari. Les 8 enfants, livrés à eux-mêmes, doivent alors se débrouiller pour pouvoir manger. 2 ans plus tard, la maman meurt à son tour dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait en état d'ébriété. Désormais orphelins, les enfants Gray sont dispatchés et envoyés dans différents orphelinats de Californie. Dorothea et 2 de ses frères atterrissent dans celui de Santa Maria de Los Nieves, à 1 heure de San Francisco. L'endroit est géré par les sœurs, il n'y a rien d'accueillant et les conditions de vie y sont difficiles. Il faut dire que le contexte historique n'arrange rien. L'Amérique des années 30 et 40 est profondément marquée par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens meurent de faim. Dans cet environnement, Dorothea apprend rapidement à mentir et manipuler pour pouvoir survivre. Tout au long de son séjour à l'orphelinat, elle ne parviendra jamais à établir des liens solides et sécurisants avec ceux qui s'occupaient d'elle. Ceci va par la suite considérablement façonner sa personnalité. Dès son adolescence,
elle développe un penchant pour la supercherie et les fausses identités, se forgeant des récits imaginaires pour attirer la sympathie et manipuler son entourage. Et puis, un jour, elle fugue et se marie à 16 ans avec Fred McFaul, un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Mais le mariage se révèle être un véritable fiasco et la relation est marquée par l'instabilité. De cette relation naissent 2 enfants qu'elle finit par abandonner très tôt avant de disparaître pour refaire sa vie sous d'autres identités. Dans les années 50 et 60, Dorothea se retrouve impliquée dans de nombreuses affaires de falsification de chèques, escroqueries et de fraude. Pour cela, elle purge plusieurs peines de prison. Malgré les avertissements, elle ne peut s'empêcher de récidiver. Son amour pour l'argent facilement acquis est beaucoup plus fort. De toute façon, les valeurs, elle n'en a pas et n'en a jamais eu. Entre-temps, elle enchaîne les relations et les mariages temporaires, chacun se terminant par des conflits, des coups, des abandons ou des arrestations. Elle n'aura pas d'autres enfants, à part la fille et le garçon né de son premier mariage. Dorothea se mariera en tout 4 fois. Dans sa course effrénée pour gagner encore plus d'argent, elle commence à s'impliquer dans le monde du proxénétisme et de la prostitution. Avec ses revenus, elle achète des vêtements, des chaussures et de quoi se nourrir. En somme, des besoins basiques et immédiats. Elle vit une existence marginale et sauvage, où la brutalité et les abus sont considérés comme normaux et font partie du quotidien. Ses expériences maritales sont d'ailleurs toutes marquées par la violence physique et verbale, et c'est d'ailleurs tout ce qu'elle retiendra du sexe opposé. Après avoir exercé le métier de prostituée pendant un certain temps, Dorothea découvre le métier de gardienne, une vocation qui nécessite peu de qualifications. Cela tombe bien, elle n'en a pas, comme tous les enfants nés lors de la Grande Dépression. Entre-temps, elle divorce encore pour la 3e fois et épouse son 4e et dernier mari, un autre portoricain, Pedro Montalvo, en 1976. 4 ans plus tard, Dorothea loue un appartement au 1426 F Street, dans le centre de Sacramento. L'endroit est charmant, une belle demeure victorienne, construite en 1895 et entourée d'un jardin à l'anglaise. Madame Puente endosse de son propre chef le rôle de gardienne pour les autres locataires. C'est à cette époque qu'elle fait la rencontre de Ruth Monroe, 61 ans. C'est par le biais d'un ami en commun qu'elle fait la connaissance de Dorothea. Le coup de foudre amical opère rapidement entre elles. Contrairement à Dorothea, Ruth Monroe est veuve et mère de 5 enfants qu'elle a pratiquement élevés seule. Elle a fait des études, a une certaine éducation et a travaillé comme opératrice dans une usine. Malgré leurs différences, les 2 amies semblent bien s'entendre. C'est la rencontre de 2 solitudes. Sans mari et n'ayant pas ou plus de responsabilité d'enfants, elles vivent une existence libérée de toute obligation. Et puis un jour, Dorothea dit à Ruth « Tu sais, je rêve d'ouvrir un restaurant, un petit restaurant du genre diner. J'aimerais tellement que tu travailles avec moi. » Ruth Monroe ne travaille plus. Toutefois, elle a un peu d'argent de côté. Si cela peut te dépanner, j'ai quelques sous de côté. Le café finit par voir le jour, au coin de la rue, non loin du logement de Dorothea. Mais un événement va venir interrompre cette parenthèse enchantée. Harold est diagnostiqué d'un cancer. De ce fait, il est souvent hospitalisé. Ruth, désespérée, ne veut pas vivre seule. Heureusement que son amie est là. Mieux, elle a une idée. « Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec moi ?»« Oui, pourquoi pas après tout. » Le dimanche de Pâques 1982, Ruth vient s'installer dans la belle demeure victorienne. Son fils, Bill Holden, vient quotidiennement lui rendre visite. Au fil des jours, il remarque que sa mère, qui a toujours été une femme mentalement forte et aimante, commence à tenir des propos de plus en plus incohérents. Elle semble également absente et sujette au trou de mémoire. Il lui est impossible de tenir une conversation. Ces signes inquiètent beaucoup son fils. Toutefois, il pense que c'est la maladie de son beau-père qui l'a plongé dans cet état. Un jour, lors d'une seconde visite, Bill la trouve allongée sur le sofa, l'air un peu éméché, un verre à la main. Ruth n'a pas l'habitude de boire. Elle déteste l'alcool et sermonne continuellement ses enfants sur leur consommation. « Maman, qu'est-ce que t'as ? Tu es ivre ? » ?»« Mais non, ce n'est pas de l'alcool. C'est un mélange que me prépare Dorothea pour me détendre un peu, c'est tout. » Le jeune homme ne relève pas. Après tout, elles sont amies. Mais l'état de sa mère se dégrade considérablement les jours suivants. Lorsqu'il revient encore la voir, il la trouve dans un état encore pire que la première fois. Elle est en pyjama, les cheveux en bataille, et semble presque amorphe. Bill, très inquiet, lui prend la main. « Ça va, maman ? Est-ce que Dorothea prend bien soin de toi ?» Mais Ruth ne répond pas. Son fils remarque qu'elle est en train de pleurer. Le lendemain, l'un de ses frères l'appelle pour lui annoncer la chose tant redoutée. Leur mère est morte pendant la nuit. Quand Bill se rend en urgence au 1426 F Street, il apprend qu'elle a déjà été emportée par les services de pompes funèbres. Dorothea, vêtue de noir et l'air complètement bouleversée,
prend le jeune homme dans ses bras et lui annonce que sa mère s'est suicidée en avalant des comprimés. Bill Holden est complètement abattu. En même temps, il n'arrive pas à croire que sa mère ait pu mettre fin à ses jours. Elle était beaucoup trop attachée à ses enfants et à son mari malade pour pouvoir leur infliger une telle tragédie. De plus, tout récemment, elle venait de devenir grand-mère. Aucune enquête ne sera ouverte à ce propos. En août 1982, Dorothea est de nouveau inquiétée par les autorités lorsqu'elle est prise en flagrant délit d'imitation de signature sur un chèque de la sécurité sociale, appartenant à l'un de ses locataires. Elle s'apprêtait d'ailleurs à l'encaisser lorsqu'elle a été démasquée. Elle est alors remise à la justice et condamnée à 4 ans de prison. En 1985, elle parvient à obtenir la liberté conditionnelle et retourne chez elle à Sacramento. Elle reprend alors son rôle de gardienne, comme si de rien n'était. Elle reprend aussi l'activité qui l'a pourtant envoyée derrière les barreaux pendant 3 ans, fraude de chèques et détournement de fonds. Crâneuse, elle continue de jouer la propriétaire dans cette maison qui pourtant ne lui appartient pas, ayant sous sa coupe des locataires vulnérables, souvent âgés ou peu téméraires pour lui tenir tête. Ce qui l'encourage davantage est qu'elle sait pertinemment que ces personnes sont en marge de la société, qu'elles n'intéressent personne et que s'il leur arrive quelque chose, personne ne viendra prendre de leurs nouvelles. Pourtant, elle joue à la perfection la comédie de la femme généreuse et dévouée, offrant son aide aux personnes vulnérables. Son apparence soignée et son comportement maternel lui permettent de gagner la confiance des autorités et de ses protégés. Petite, mesurant environ 1,55 m, elle a une silhouette robuste et un visage rond marqué par le temps. Ses cheveux sont courts, bouclés et teints en blond ou en gris, selon les périodes. Elle porte souvent des lunettes et des vêtements modestes, renforçant son image de vieille dame inoffensive. Mais cette façade de bienveillance cache en réalité une personnalité manipulatrice et dangereuse. Durant 3 années consécutives, elle poursuit son activité illégale dans le plus grand des secrets. Pendant ce temps, les locataires continuent de se succéder, sans abri, personnes âgées dans la précarité, individus souffrant de troubles mentaux. Pour chacun d'eux, Dorothea joue la bienfaitrice compatissante, offrant refuge et nourriture à ceux que la société a rejetés. Rapidement, plusieurs pensionnaires commencent à disparaître mystérieusement. Aux assistances sociales qui viennent régulièrement, elle prétend qu'un tel s'est enfui, qu'une telle a été récupérée par sa fille, qu'une autre est repartie se prostituer et qu'elle ne pouvait pas l'inciter à rester. Elle feint l'inquiétude et parvient à berner les travailleuses sociales et les bénévoles du St. Paul Senior Center, qui lui envoient la plupart des locataires. Ce que personne ne sait, c'est que derrière cette façade, Dorothea orchestre un plan diabolique. Elle cible les pensionnaires les plus isolés et commence par leur subtiliser leurs papiers et leurs prestations sociales. Une fois qu'elle s'est assurée du contrôle financier de ses victimes, elle les neutralise progressivement en administrant des doses croissantes de sédatifs ou d'antidépresseurs. Certains pensionnaires meurent dans leur sommeil, d'autres succombent à des empoisonnements lents. Pour dissimuler ces crimes, elle enterre leur corps dans son jardin, parfois emballés dans du plastique ou recouverts de chaux pour ralentir la décomposition. Pendant des années, elle continue à percevoir les aides sociales de ses victimes décédées, falsifiant des lettres pour donner l'illusion qu'ils sont toujours en vie. Sa capacité à manipuler ses pensionnaires, ses voisins et même les services sociaux lui permet de commettre ses crimes en toute impunité. L'affaire commence à se révéler en 1988, lorsqu'une bénévole du centre St. Paul Senior Center s'inquiète de la disparition soudaine de l'un de ses protégés, Alvaro Bert Montoya, un homme âgé de 51 ans et souffrant de schizophrénie. La dernière adresse où il logeait est le 1426 F Street. Elle contacte alors la police pour signaler des incohérences dans les explications de Dorothea concernant le départ de Bert Montoya. L'officier John Cabrera de la police judiciaire de Sacramento, son collègue Terry Brown, ainsi que l'agent de probation de Dorothea, Jim Wilson, sont alors envoyés sur place pour interroger la gardienne qui veillait sur le disparu. Avant de partir, John Cabrera reçoit la visite d'une assistante sociale, Judy Moe. Moe connaît très bien Madame Puente, car c'est elle qui est chargée de faire les rapports des pensionnaires qui séjournaient chez elle. « N'oubliez pas d'emporter des pelles avec vous, suggère-t-elle au policier. « Des pelles ? Mais pourquoi faire ? La dernière fois où j'étais en visite là-bas, j'ai remarqué plein de terre dans le jardin. Cela ressemblait davantage à un cimetière qu'à autre chose. Quand je l'ai confié à la bénévole de Saint-Paul, elle a refusé de me croire. » C'est donc armé de pelles que Cabrera, son collègue et l'agent de probation, débarquent chez Dorothea. À première vue, la maison, ancienne et construite en bois blond, semblait un endroit idyllique pour des gens malades, pauvres et esselés. Dorothea Puente vient ouvrir aux policiers. La première chose que remarque John Cabrera est son apparence coquette et soignée. Elle vient juste de faire une coloration et un brushing.
« Je vous attendais, messieurs », leur dit-elle chaleureusement. Cette phrase déstabilise beaucoup l'officier de police. « Nous sommes là au sujet de Burt Montoya. »« Mais bien sûr, pas de problème, entrez », leur répond-elle avec le même aplomb. Dorothea coopère avec les autorités, les guidant dans sa maison avec un calme troublant. La première tâche de John Cabrera est d'en apprendre plus sur cette mystérieuse maison. « Cet endroit que vous dirigez, c'est quoi au juste? Une pension de famille? Un foyer pour SDF? Une maison de retraite ?» La vieille dame lance alors un regard appuyé au policier, puis à son agent de probation. Elle déclare « Écoutez, Jim, je n'ai pas respecté mes obligations. » En effet, depuis sa sortie de prison, elle n'a pas le droit de diriger une structure de cette nature. Mais elle a fait un écart à la loi. Il faut bien quelqu'un pour s'occuper de tous ces malheureux. Les foyers manquent de moyens et sont encombrés, plus de place où les mettre. Et puis, les plus âgés nécessitent souvent des soins et une attention particulière. Avec la même capacité qu'elle a toujours employée pour se sortir d'affaires, elle veut embobiner les enquêteurs afin de détourner leur attention. Ce personnage de vieille dame respectable, elle a passé des années à le peaufiner à la perfection. Devant les assistances sociales et toute personne étrangère, elle veille toujours à adopter une apparence calme. Elle n'hésite pas à se vieillir de 10 ou 15 ans de plus, en adoptant le maquillage, la coiffure et le look adéquat. Une mamie douce, innocente, inoffensive, tout le contraire de ce qu'elle est en réalité. Tandis que Jim Wilson et l'autre agent de police continuent de discuter avec elle dans la cuisine, John commence à fouiller la maison. Il fait le tour de toutes les chambres, mais ne trouve rien de suspect. Tout a l'air propre, net, impeccable, en accord avec l'esprit de la gardienne du foyer. Cependant, un détail l'intrigue. Une partie du sol du jardin semble avoir été récemment retournée. C'est alors que les mots de Judy Moe lui reviennent en mémoire. Quand il rejoint les autres à la cuisine, il dit à la dame « Bon, j'ai fait le tour de la maison et je n'ai rien trouvé. Je vais pouvoir dire à l'assistance sociale que tout est en ordre et qu'il n'y a rien à signaler. » Madame Puente semble ravie et soulagée de ce dénouement. Mais Cabrera la surprend en ajoutant « Une dernière chose, est-ce que je peux creuser dans votre jardin ?» Sans se démonter, elle répond lentement « Voilà ce qu'on va faire. Vous allez retourner dans vos bureaux, je sais que vous avez mieux à faire que de rester ici. Moi de mon côté, je vais contacter des personnes qui pourront s'acquitter de cette tâche à votre place. Vous reviendrez après pour vérifier. » Le policier qui comprend à qui il a affaire ne se laisse pas prendre à son jeu. « Écoutez, nous sommes là, nous avons des pelles, on va en profiter pour creuser. Si on dérange quoi que ce soit, on s'arrangera pour le remettre en état. » Le regard faussement bienveillant de tout à l'heure disparaît alors complètement. Mais elle acquiesce et leur donne son autorisation pour creuser. Les trois hommes n'ont apporté que 2 pelles. John Cabrera doit alors en emprunter une autre à Dorothea. L'opération commence. Ils creusent sans relâche. Après avoir pelleté sur environ 1 mètre sous terre, John s'arrête, car sa pelle vient de heurter ce qu'il pense être une racine d'arbre. Intrigué, il continue à main nue, en tirant sans relâche sur la soi-disant racine. Mais elle refuse de céder. Il persévère, et elle finit par se déloger. Il comprend alors que ce qu'il tient dans la main est en fait un fémur humain. Quand les policiers sortent finalement hors du trou, ils sont convaincus que quelque chose de macabre s'est passé dans cette maison. Si ça se trouve, d'autres restes humains sont encore ensevelis sous la terre. Au commissariat, John se confronte à la paisible gardienne, qui tire par moments son mouchoir pour se tapoter les yeux. Il lui pose des questions sur la découverte qu'ils viennent de faire. Pour voir sa réaction, il lui dit « Je parie que si je creuse davantage, je vais trouver d'autres corps. » Madame Puente lui lance alors un regard intelligent et répond avec malice « Si c'est le cas, ce n'est pas moi qui les y ai mis. » Mais la nouvelle de la découverte de restes humains au 1426 F Street se répand. Le lendemain, samedi 12 novembre 1988, la presse campe déjà devant la maison. Laura Santos, médecin légiste, arrive alors avec son équipe pour poursuivre les fouilles. Leur travail est d'emblée très perturbé par des journalistes venus non seulement des 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger. Pour ne rien arranger, une foule de gens vient s'attrouper dans la rue. « Oh, vous savez, tout cela me rend très nerveuse. » « Si cela peut vous rassurer, non, vous n'êtes pas en état d'arrestation, Madame Puente. » Dorothea, visiblement soulagée par cette affirmation, ajoute sur un ton sucré. « J'ai mal à la tête, l'agitation. Je pense que je vais aller à l'hôtel au coin de la rue pour prendre un café. » John ne s'y oppose pas. Il a tort. « Prenez donc vos affaires, je vais vous accompagner. » Elle acquiesce. Lorsqu'elle revient de sa chambre, elle porte un manteau rouge, une ombrelle assortie et un sac à main. Escortée par le policier, elle sort hors de la maison. L'un des photographes capture et immortalise ce moment.
Dorothea, avec son manteau rouge, le visage à moitié caché par son parapluie assorti, attrapant la main de John Cabrera et se frayant un passage parmi les journalistes. Personne ne sait alors qu'à ce moment-là, Dorothea Puente n'a plus l'intention de remettre les pieds au 1426 F Street. Comprenant que la police va finir tôt ou tard par la coincer, elle décide de prendre la fuite. John Cabrera l'observe descendre la rue et rentrer dans l'hôtel. Sans le savoir, il la voyait disparaître. Il retourne alors à sa besogne, sans trop s'inquiéter à son propos. Les fouilles se poursuivent. Une deuxième preuve est déterrée. Il s'agit cette fois-ci d'une jambe. Mais ce n'est pas tout. Dans l'une des chambres à l'étage, l'officier Terry Brown fait une autre découverte stupéfiante. Il s'agit cette fois-ci d'un tapis. L'odeur qui s'en dégage est juste nauséabonde. Il la reconnaît bien cette odeur, c'est celle de la putréfaction. Apparemment, des fluides corporels s'étaient insinués dans le bois du plancher recouvert par le tapis. Des cadavres ont dû séjourner dans cette pièce, cela ne fait aucun doute. Il faut aller chercher Madame Puente tout de suite. En allant récupérer la concernée à l'hôtel, les policiers apprennent par le biais de la réceptionniste qu'elle n'est plus là. Mais comment cela? Elle est partie. Mais elle était là tout à l'heure. La réceptionniste l'a vue entrer, elle l'a saluée courtoisement, puis elle a traversé le hall jusqu'au téléphone. De là, elle a appelé une compagnie de taxi. Elle a patienté un petit moment, un taxi est arrivé et l'a emmenée. Les policiers comprennent alors qu'elle les a bien eus. L'hôtel n'a été qu'un prétexte pour les leurrer et réussir à sortir hors de la maison. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Une course contre la montre s'engage. À l'heure qu'il est, Dorothea a déjà quitté Sacramento pour aller se réfugier à Los Angeles. Sa cavale vient de commencer. Les policiers la recherchent sans relâche. Des barrages sont mis à l'entrée et à la sortie de la ville. Son signalement est donné à toutes les polices de Californie. Mais impossible de retrouver sa trace. C'est comme si elle s'était complètement volatilisée. John Cabrera comprend alors qu'il a commis une grave erreur en la conduisant à l'hôtel, ce jour-là. Comment a-t-il pu se laisser berner de cette manière? Alors, il remue ciel et terre pour pouvoir la localiser. Mais il comprend très vite que tous les moyens employés jusqu'ici n'ont mené à rien. C'est là qu'il décide de prendre contact avec le FBI pour obtenir davantage de ressources. Il faut la retrouver le plus vite possible. Pendant ce temps, sur le lieu de la perquisition, l'une des nombreuses personnes rassemblées dans la rue livre une information importante au médecin légiste, Laura Santos. Je dois vous avouer que j'ai déjà creusé des trous dans ce jardin sur la demande de Madame Puente. Elle me payait en liquide pour faire ce boulot. Elle me disait que c'était pour enterrer des ordures. Je n'ai rien demandé, moi. Je faisais mon travail et je prenais ma paye, c'est tout. L'homme s'avance et montre au médecin l'endroit exact où il a creusé. Durant les 3 jours qui suivent, 7 corps supplémentaires et en état de décomposition avancée sont retrouvés sous le jardin. À chaque fois, les pelles heurtent quelque chose. Un os, un bras, une jambe. Cela n'en finit pas. Une véritable hécatombe. À Los Angeles, Puente trouve une petite chambre d'hôtel. Elle prend une nouvelle identité et tente de séduire un homme dans un bar en lui racontant une histoire fictive. Mais son visage est désormais connu à l'échelle nationale, diffusé dans les médias et les journaux. Le client du bar finit par la reconnaître aux infos du soir et alerte aussitôt la police. Il fournit également l'adresse de l'hôtel où elle séjourne. Le jeudi 17 novembre, la cavale de Dorothea Puente prend fin. Elle est finalement écrouée. John Cabrera atterrit à l'aéroport John Wayne, à Santa Ana, pour venir la chercher. La police de Los Angeles est déjà là, à l'attendre sur le tarmac. Quand il descend de l'avion, il l'aperçoit avec son manteau rouge, main menottée, escorté par 2 agents de police. Il s'avance vers elle et lui demande si ça va. Elle répond que oui. Puis, soudain, elle se tourne vers lui et dit à la façon d'une fillette qui vient de faire une bêtise « Monsieur Cabrera, je suis désolé. » John a une multitude de questions à poser à Dorothea au sujet des 7 corps déterrés dans la résidence. Pourtant, rien ne prouve encore qu'ils aient été tués, et la fugitive de 60 ans ne prévoit pas de faire ses aveux. De retour à Sacramento, elle est conduite au commissariat. Le policier lui demande si elle a des aveux à faire. Elle répond que non, elle n'a rien à déclarer, elle est innocente. C'est son dernier face-à-face avec John Cabrera. La nuit même, elle est placée en détention provisoire dans la prison du comté. Le procès de Dorothea Puente débute en 1992 et devient l'un des plus médiatisés de l'époque. L'accusation la décrit comme une tueuse méthodique, exploitant la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les assassiner froidement et s'approprier leur argent. La défense tente de plaider que l'accusé n'a jamais tué personne et que les décès étaient naturels, argumentant que sa seule faute était d'avoir continué à encaisser les chèques de ses pensionnaires après leur mort. Toutefois, les preuves médico-légales sont accablantes. Elles révèlent que les victimes ont été massivement droguées, parfois sur plusieurs jours, avant d'être exécutées.
Par la suite, les corps étaient gardés entre 2 et 4 semaines dans l'une des chambres de l'étage, avant d'être enterrés une fois la nuit tombée, ce qui explique l'odeur de décomposition dans les parquets. Personne dans le voisinage ne s'est un jour douté de quelque chose. Dorothea Puente est accusée de 9 meurtres, bien qu'elle n'ait été reconnue coupable que de 3 d'entre eux. Voici la liste des victimes présumées retrouvées enterrées dans son jardin. Son ancien ami et associé, Ruth Monroe, 61 ans, Everson Gilmour, 77 ans, Alvaro Bert Montoya, 51 ans, Leona Carpenter, 78 ans, Dorothy Miller, 64 ans, Benjamin Fink, 55 ans, James Gallo, 62 ans, Vera Faye Martin, 64 ans, et Betty Palmer, 78 ans. Elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Tout au long de son incarcération, elle a continué de clamer son innocence, niant toute implication, et se décrivant comme une femme incomprise et victime d'un système judiciaire partial. Elle meurt le 28 mars 2011, de mort naturelle, à l'âge de 82 ans. Dorothea Puente reste certainement l'une des criminelles les plus terrifiantes de l'histoire judiciaire américaine, rejoignant le palmarès du crime en série au féminin. Aujourd'hui, on se demande encore quelles ont été les motivations qui l'ont poussée au crime. Est-ce la peur de rester sans ressources? Est-ce la peur d'être dénoncée et arrêtée pour la énième fois? Ou était-elle plutôt motivée par un instinct de tueuse en série? Dotée d'un tempérament dissimulé, habituée à tromper, ruser et mentir, ayant grandi sans affection ni valeur, elle n'avait en réalité aucun outil pour vivre en société. Elle a peaufiné à la perfection son apparence de ménagère inoffensive, n'hésitant pas à modifier son apparence et se vieillir de plusieurs années pour gagner la confiance des personnes qui la sollicitaient. Aujourd'hui, sa maison existe toujours à Sacramento. Ses nouveaux propriétaires sont Barbara Holmes et Tom Williams. Le couple l'a partiellement transformée en musée, avec des mannequins en cire représentant la meurtrière et le policier John Cabrera à l'entrée. Selon Tom Williams, la demeure a une valeur historique à Sacramento. Il est donc impossible de la raser malgré les événements horribles qui s'y sont déroulés.